Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ce matin pour cette conférence sur la construction durable, sur les nouveaux matériaux et les alternatives au béton. Bienvenue au nom de nos partenaires et invités d'honneur. Bienvenue au nom d'Énergie FR, ce programme cantonal de formation continue dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique. L'occasion, avant de démarrer, de remercier tous nos partenaires, bien sûr, de remercier l'équipe technique d'Espace Gruyère, les partenaires du salon, les prestataires et puis les membres de l'organisation du salon Energissima. Deux mots sur moi, mais ce n'est pas moi qui vais parler tout à l'heure. On aura des intervenants bien plus qualifiés que moi. Je suis le rédacteur en chef adjoint d'un journal qui s'appelle Terre et Nature, qui traite très régulièrement de thématiques de construction et d'architecture durable, mais pas seulement. Et je me réjouis d'animer cette discussion, une discussion qui s'annonce passionnante. On sait que le secteur de la construction est un grand producteur de déchets, un émetteur de CO2. On parle notamment du béton de ciment plus précisément, qu'on pointe du doigt pour des questions de ressources, de durabilité. Ça reste en attendant le matériau le plus utilisé au monde. L'idée de la discussion qui va suivre n'est pas du tout de dire on doit se passer totalement de ce matériau. L'idée est plutôt de donner des pistes de réflexion concrètes, de chercher des alternatives, de réfléchir aux usages où on peut privilégier un matériau alternatif et d'ouvrir une réflexion plus globale sur la manière de voir notre manière de construire. Et puis on aura la chance d'avoir avec nous ce matin 10 spécialistes du domaine qu'on aura le temps de présenter plus longuement tout à l'heure. L'occasion juste de citer leur nom dans le désordre, une délégation de la Haute École d'ingénierie et d'architecture du canton de Fribourg avec messieurs Thomas Jusselm, Dario Redaeli et Dayat Sviki, madame Malena Bastien-Mas de l'EPFL, Aurélie Favier de Mobbot, Cyril Véron de Soumami, Sarah Chérif d'Oxara, Jean-Émile Follet d'IS-Wood, Sarah Oettinger etc. et Jean-Marc Ducret de JPF Ducret. Pour ce qui est du programme, on va écouter chacun de ces intervenantes et intervenants pendant un petit pitch de 3 à 5 minutes qui vont nous présenter justement leurs réflexions, leur travail, des solutions concrètes. Et puis ensuite, on fera monter tout le monde sur scène et puis on aura un temps pour des questions de votre part et pour ouvrir la discussion. Voilà, je vous propose de démarrer sans plus tarder avec la première de ces présentations par monsieur Jusselm. Un micro ici. Une télécommande pour vos slides. Super, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Jusselm, je suis professeur en efficience énergétique du bâtiment et spécialisé notamment sur le bilan carbone du bâtiment à la Haute École de Fribourg, dans l'Institut Énergie et au sein de la filière génie mécanique. J'ai donc l'honneur d'ouvrir le feu aujourd'hui et la lourde tâche en quelques minutes d'introduire le sujet. Et donc, je vais me concentrer sur les enjeux environnementaux globaux, essayer de les ramener en fait dans le secteur de la construction en Suisse. Je vais me centrer sur une seule composante des impacts environnementaux, qui est la question du changement climatique et du carbone. Évidemment, il n'y a pas que le carbone comme impact, mais je préfère le dire en introduction. Je n'ai pas le temps en quelques minutes de parcourir tous les sujets. Et je vais du coup directement essayer de faire le lien entre le changement climatique à l'échelle planétaire et la réalité de la construction en Suisse d'aujourd'hui et de demain. Alors j'aime bien cette infographie qui représente en fait les émissions de gaz à effet de serre dans un seau. Et on voit depuis l'ère pré-industrielle qu'on a quasiment émis déjà autant de CO2 pour réchauffer en fait la planète à 1,5 degré. La Suisse, à travers les accords de Paris, s'est engagée à faire un effort important pour essayer de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et on s'aperçoit, je ne sais pas si j'ai un petit pointeur, voilà, on s'aperçoit qu'en fait le seau est quasiment plein et juste le résiduel, c'est ce qu'on appelle le budget carbone à l'échelle mondiale, c'est-à-dire ce à quoi on doit se limiter au niveau mondial si on ne veut pas atteindre le haut du seau, et donc du coup c'est 1,5 degré de réchauffement. Alors du coup, ce petit espace ici représente 400 gigatonnes à l'échelle mondiale. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour avoir une référence, aujourd'hui, on émet 40 gigatonnes par an. C'est-à-dire qu'au rythme actuel, dans 10 ans, on aura rempli complètement le seau. Et le dernier rapport du GIEC nous dit que d'ici 3 ans, si on n'a pas fait cette bascule et désamorcé en fait une décroissance, une décélération de ces émissions carbone, eh bien, on pourra déjà faire une croix sur les 1,5 degrés. On passera ensuite à 2, puis 3, puis 5, puis je ne sais pas, je vous laisse imaginer le reste. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une corrélation directe entre le budget carbone et le réchauffement climatique.
quand on arrive à quantifier finalement ces choses-là, il y a une quasi-linéarité entre les émissions de CO2 et le réchauffement du climat. Alors, comment faire pour essayer de ne pas toucher le haut du seau ? D'une part, c'est de limiter le carbone qu'on va émettre, donc à travers toutes nos activités évidemment, et puis c'est d'essayer également de percer le seau pour faire sortir du carbone de l'atmosphère et de le stocker, ce qui se fait déjà naturellement dans le sol, dans l'eau, dans les forêts. Mais on peut aussi avoir des technologies, on imagine, on espère qu'on va avoir des technologies d'ici 10-15 ans qui vont permettre de soustraire du CO2 de l'atmosphère ou de le capter à la sortie des usines, par exemple, qui produisent du CO2, ou de favoriser ce stockage, par exemple, dans les constructions. Alors, ce budget carbone, on a fait des travaux qui nous permettent de l'allotir à l'échelle de pays. Tous les accords sur le climat, c'est une sorte d'échange et de plateforme pour savoir qui va faire quels efforts pour se partager ce budget finalement. Et donc du coup on est capable, avec différentes méthodologies de répartition, ça peut être par personne, de répartir ces 400 gigatonnes. On est 8 milliards sur la planète, 8 millions en Suisse, donc ça donne un budget par personne. Et donc du coup il y a un budget pour la Suisse. Et comme on connaît les émissions de CO2 des différentes activités, on peut aussi donner un budget au secteur de la construction. Donc vous voyez ici les émissions passées dans le temps, et puis les émissions futures projetées par rapport à un scénario qui est la stratégie climatique suisse, qui correspond à peu près, d'après nos estimations, à un réchauffement à 1,8 degré. On n'est déjà pas vraiment à 1,5, mais c'est déjà pas mal comme projection, avec donc du coup des hypothèses où, on veut atteindre le net zéro en 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus d'émissions de CO2 que ce qu'on va être capable de stocker en négatif, et avec donc du coup un secteur du bâtiment qui utilise des énergies complètement décarbonées, une industrie qui a un impact quand même résiduel, notamment avec l'agriculture, et des technologies négatives pour absorber tout ça. Et donc ça nous donne une décroissance, on vise le zéro net, et il faut que la somme de toutes ces émissions ne dépasse pas le budget carbone que l'on doit émettre dans l'atmosphère si on veut limiter à 1,5 degré, donc ne pas toucher le haut de ce seau. On peut donc du coup à partir de là décliner des objectifs à partir donc du coup qui sont concrets et réels, qui sont des quantités de CO2 par mètre carré de bâtiment construit. Et donc ça donne ces différentes trajectoires, la trajectoire en jaune pour la stratégie qui serait alignée avec 1,5 degré, ou la trajectoire en bleu plutôt sur 1,8 degré la stratégie climatique suisse. Et je vous le mets ici en comparaison avec des valeurs actuelles qui sont présentes dans les labels, Minergie Eco par exemple avec niveau 2 ou 1, où on oscille entre 8, 9 ou 10 kg de CO2 par mètre carré. Et donc on voit très rapidement qu'il va falloir faire beaucoup mieux que ces différents labels, parce qu'aujourd'hui, si on voudrait se conformer à ces budgets, on devrait déjà construire tous les bâtiments au niveau le plus exigeant du label Minergie Eco. Pour conclure cette introduction assez rapidement, il y a différents leviers pour faire des bâtiments décarbonés. C'est évidemment mettre en œuvre des bâtiments qui soient des matériaux qui soient décarbonés, donc espérer que l'industrie développe les matériaux de demain, mais aussi avoir une intelligence en termes de conception. Si on se concentre dans un premier temps sur les progrès futurs attendus par les matériaux, on a réalisé une publication il n'y a pas très longtemps qui montre qu'on peut espérer 40% de progrès grâce aux matériaux de construction, donc parce que l'efficience en fait de la production, la décarbonation de l'industrie va nous permettre de le faire. Et on voit qu'il nous reste encore un gap de plus de 60% d'ici 2050 si on veut arriver à atteindre ce budget carbone limite de 1,5 degré. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on compte sur des matériaux décarbonés, mais que ça ne suffira pas et qu'il faudra mettre en place d'autres stratégies très importantes. Et autre chose intéressante là-dessus, vous voyez qu'aujourd'hui, dans ce benchmark, on fait des bâtiments entre 9 et plus de 21 kg carbone par mètre carré, alors qu'aujourd'hui, on devrait déjà faire des bâtiments qui sont en moyenne à 8 kg. En conclusion, j'espère ne pas avoir trop dérapé, il est intéressant de montrer que la question de la décarbonation du secteur de la construction, c'est finalement l'affaire de toute la chaîne de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les industriels décarbonent leur filière de production, quels que soient les composants. Il faut également une intelligence au niveau des programmations qui viennent des maîtres d'ouvrage, des collectivités publiques. On doit travailler sur de la mixité, de la réversibilité des infrastructures. Je discutais encore hier sur une très grosse opération. On est en train de faire des infrastructures pour stocker énormément de véhicules. C'est forcément du béton et c'est des places de stationnement qui potentiellement demain vont être obsolètes. Donc réfléchir à la réversibilité par exemple des infrastructures de parking, mais également la mutualisation des espaces pour construire moins ou plus dense. Et évidemment, le rôle des ingénieurs et des architectes pour construire de manière plus sobre, c'est-à-dire avec moins de matière, moins de couches,
et aussi introduire des notions de réemploi, de matériaux bas carbone et biosourcés. Donc c'est un formidable défi qui nous attend. J'espère avoir réussi à faire le lien entre les enjeux globaux et donc du coup la réalité de demain, et qu'on aura plein d'illustrations de qu'est-ce que pourrait être le futur construit demain avec les intervenants qui vont suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on va effectivement enchaîner avec Sarah Oettinger, architecte et cofondatrice du bureau, etc. Et voilà, puis la petite manette. Ok. Bonjour. Donc, je suis architecte et je me suis formée en fait depuis plusieurs années sur la construction écologique et notamment les matériaux alternatifs. Avec mon associé, on a fondé etc. en 2019. Et on l'a vu, en tant qu'architecte, on a un rôle important à jouer. On pense en fait que grâce à une approche holistique, on peut permettre aux bâtiments de stocker le CO2 et d'aller au-delà de la durabilité. C'est ce qu'on nomme en fait une architecture régénérative. Donc c'est l'idée de créer toujours plus de vivant. À travers un exemple de bâtiment qu'on a conçu pour la crèche de Saillon, c'était un concours d'architecture, on le voit sur l'image, on va démontrer quelle a été notre approche. C'est un bâtiment qu'on a conçu en bois qui est situé en contrebas du vieux bourg de Saillon, qui est dans un contexte paysager très marqué et qui s'intègre donc au paysage. Grâce à notre approche, notre mission, en fait, c'est de concevoir et réaliser une architecture qui est abordable économiquement, qui est pauvre en carbone et qui est harmonieuse. Donc on vise une qualité architecturale tout en prenant en compte la santé des occupants, leur confort, mais aussi de prévoir des espaces qui soient suffisamment flexibles pour être évolutifs dans le temps. Si on regarde le cycle de vie entier d'un bâtiment, on peut constater qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès sur l'efficacité énergétique des bâtiments et donc qu'on consomme moins lors de l'utilisation du bâtiment. Par contre, durant la première étape, c'est-à-dire qui va de l'extraction, la transformation, la construction jusqu'à la remise des clés du bâtiment, les bâtiments consomment aujourd'hui environ 50% des émissions de carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Donc c'est vraiment sur cette première étape qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et en fait, c'est aussi là-dessus qu'on se concentre, puisque notre approche propose 3 outils, c'est-à-dire la conception bioclimatique, l'utilisation de matériaux régénératifs, et enfin une approche collaborative. Pour une conception bioclimatique, en fait, on prend en compte comment le bâtiment interagit avec son environnement et on va favoriser en fait tous les apports passifs naturels qui sont présents, comme les gains solaires, l'inertie thermique et la ventilation naturelle, par exemple. On voit ici une coupe du bâtiment qui montre comment ce bâtiment est un peu conçu comme un organisme vivant qui échange avec son environnement. Sur la gauche, on peut voir en fait le plan du bâtiment qui est très simple, rationnel et qui permet beaucoup de flexibilité en termes d'usage. Donc les espaces sont situés en périphérie autour d'un espace central commun de référence. On a favorisé l'utilisation de matériaux régénératifs qui sont en fait des matériaux qui permettent de favoriser une économie circulaire de la construction puisque c'est des matériaux disponibles localement, comme la terre crue pour les espaces centraux qui permettent d'amener de l'inertie thermique au bâtiment, mais aussi de réguler l'humidité naturellement. Les matériaux biosourcés comme le bois pour la structure, la paille pour l'isolation thermique. Et enfin, là, partout où c'est possible, les matériaux issus du réemploi, notamment dans ce cas-là pour les aménagements intérieurs.
Sur la gauche, on peut voir en fait une comparaison de 3 systèmes constructifs de façade à valeur U égale, avec en rose les émissions de CO2. Donc tout à gauche, c'est un système béton et isolation polystyrène expansé. Et à droite, tout à droite, un mur en ossature bois et paille qui correspond au projet. Et on peut voir que ce système-là émet jusqu'à 9 fois moins d'émissions de CO2. Donc clairement un système constructif à privilégier partout où l'on peut. On ne peut pas se passer de bois, de verre, de métal, voire de béton. C'est quand même des matériaux qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment de réfléchir et de les utiliser avec parcimonie et précision, là où c'est vraiment disponible, et d'utiliser le bon matériau au bon endroit, et de compenser en fait les émissions de CO2 en utilisant en contrepartie des matériaux biosourcés que l'on voit en fait à la base de cette pyramide des matériaux. Enfin, cette approche nécessite une approche collaborative, puisque c'est vraiment une vision globale qui fait entrer beaucoup de paramètres, et donc d'intégrer dès le début du projet en fait les différents spécialistes comme les ingénieurs, mais aussi les artisans, les producteurs de matériaux, les usagers et les clients, pour vraiment avoir une cohérence globale du projet. Donc on est plutôt dans un système, une approche, un processus itératif plutôt que linéaire, dont on est plus habitué en général. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui on aura un grand panel de différents experts, et puis qu'ensemble on est là aujourd'hui pour créer un impact positif sur le monde de la construction. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et puis, on va enchaîner avec Daya Zwicky, professeur et chercheur à la HEIA de Fribourg. Alors, je vais vous laisser... Voilà. On va parler... Ah, on a une dia trop loin. On va parler d'impact écologique et économique des différents matériaux dans un projet de surélévation. Exactement, c'est ça. Donc, moi, je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche mené à Fribourg, ensemble avec des instituts partenariats de la HEIG Yverdon. Il s'agit en effet d'une étude qui portait sur la construction durable des surélévations de bâtiments. On peut évidemment en tirer plein de parallèles aussi pour la construction nouvelle, en s'imaginant c'est la boîte qui se trouve sur la boîte au sous-sol. Un petit mot sur le contexte. Alors nous savons toutes et tous qu'il y a cet étalement urbain, comme vous le voyez là en haut, que la région de Lausanne, à la fin du 19e siècle, et comment ça se présente aujourd'hui. Et c'est aussi donc pas la voie à aller. Et donc, on ciblera la densification vers l'intérieur. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait imaginer de faire. Déjà, construire sur des friches, mais où on crée alors les espaces verts et bleus. Donc, c'est peut-être pas la meilleure voie. Réduire la surface par habitant, c'est pas clairement envisageable non plus. Au moins, c'est pas la tendance du moment. Et vu que le développement de la population nous montre clairement qu'il y a de plus en plus de personnes dans les zones urbaines, la solution, selon notre avis, c'est certainement pas démolir et reconstruire, parce que là, on crée encore plus de déchets, mais c'est surélever les bâtiments existants. Pardon, ok, je tente. Donc, les objectifs du projet, c'était déjà évaluer les modes de construction actuels, qui sont typiquement en bois ou en acier, surtout pour leur légèreté. Cependant, dans les appels d'offres, on se concentre sur des aspects techniques qu'il faut, comme l'isolation thermique, etc., mais surtout les coûts. Et l'écologie est rarement considérée. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres solutions, peut-être même meilleures solutions,
avec les objectifs qu'il faut être léger. Il faut aussi se poser la question, est-ce que les coûts, y compris tous les aspects techniques, sont contradictoires à l'écologie ou non? Et d'où le titre du projet aussi, construire la densification des surfaces habitables urbaines en équilibre avec la nature, ou abrévié Condens Urban. Et ce qu'on a ciblé, c'est générer des solutions, de développer des solutions génériques pour ces éléments de construction en respectant toutes les exigences de performance multiples qu'il faut, sans qu'on entre trop en détail sur les aspects très spécifiques du site. Donc il y a plein des exigences à respecter au niveau de structure, au niveau de la physique du bâtiment, et aussi d'un point de vue architectural, mais dans ce contexte-là, c'est déjà beaucoup de contraintes à respecter et on s'est concentré sur les aménagements d'étages. Donc, ça, on a évalué à travers des bâtiments archétypes très représentatifs pour les périodes de construction intenses de la Suisse. Et là, on a surtout travaillé, ou nos collègues d'architecture ont travaillé sur l'aménagement de l'étage, comment peut-on arranger les pièces dans la surélévation, y compris les appartements. Et on est arrivé à évaluer deux approches fondamentalement différentes. Donc, ce qu'on appelait un aménagement restreint, on suit grosso modo la disposition des éléments structuraux de la construction existante, ou on tente de développer un aménagement appelé libre, que nous crée beaucoup de liberté, mais qui a la conséquence qu'il faudrait utiliser de ce qu'on appelle des murs voiles pour amener les charges au bon endroit. Je ne vais pas entrer trop dans les détails pour les matérialisations qu'on a évaluées. C'est dans différentes modes de construction, en béton, en mixte, en acier, en bois, évidemment. Et toujours ciblant de faire quelque chose de raisonnablement léger. Et aussi en utilisant ou en profitant en premier lieu des matériaux qui sont actuellement utilisés, parce qu'on ne va pas changer la pratique d'ici demain, donc au moins pas à une grande échelle, et c'est pourquoi on s'est concentré sur des matériaux plutôt traditionnels, mais aussi en prenant en compte des choses qui sont peut-être faites un peu moins, mais où les matériaux sont commercialement disponibles. De même, on a procédé pour les murs. Excusez. On a procédé pour les murs, aussi en profitant des matériaux de haute performance qui peuvent être construits dans des couches très minces et ainsi donnent aussi des éléments légers et pas seulement travailler avec des matériaux de base légères. Donc là, vous voyez, il y a plein de combinaisons possibles parce qu'on a plusieurs types de dalles, plusieurs types de murs qu'on peut combiner, mais ils ne font pas tous sans être combinés. Donc on s'est aussi lié à la pratique quand on veut éviter un mix de disciplines trop important, ce qui a déjà éliminé un grand nombre des combinaisons possibles. Il y a quelques-uns qui sont pensables à faire, mais on n'a tout simplement pas évalué, et d'autres qui ne font pas vraiment de sens de combiner. Et c'est donc en effet les combinaisons en verre là qu'on a finalement retenu. Revenons au résultat. On a entendu tout au début, il faudrait déjà construire à 8 kg CO2 par mètre carré de bâtiment ou de surface par an. On est là à une échelle plutôt de 10 au maximum. Et donc là, on a pu identifier déjà quel est le bilan global d'une surélévation, ici le cas de 2 étages, en fonction de la combinaison des éléments évalués. Et on s'intéresse aussi évidemment au poids, ce qui est la ligne noire sur l'image. Et on a aussi pu identifier quels sont les contributeurs les plus importants à l'éco-bilan. Et qui figure dans ces slides-là. Vous voyez chaque fois quelques variations. Ça, c'est associé au second œuvre ou les options du second œuvre. Mais ce qui nous intéresse, c'est où se cachent les impacts.
C'est en premier lieu les dalles d'étage, suivi de la toiture et les murs intérieurs. Si on veut faire quelque chose avec un minimum d'éco-bilan, on peut atteindre quelque chose de relativement bas en le faisant en bois, suivi de quelque chose qui est fait en acier formé au froid, qui est en même temps aussi la solution la plus légère, ce qui nous a confirmé la pratique actuelle. D'autres solutions sont relativement proches. On a quand même des dépassements relativement importants de 20 à 45% si on construit en béton ou de 15 à 35% de plus si on travaille en acier. Ça, c'était que les aspects écologiques, mais au cadre du développement durable, il faut aussi respecter l'économie. Et ça est comparé ici en faisant référence à une construction en ossature A, en bois. En voilà, si on utilise du bois croisé collé, je crois que ça s'appelle, Cross Laminated Timber, CLT, on est un peu plus cher et grosso modo le même impact. Si on veut faire le plus bon marché, il faudrait faire en béton léger, mais ça crée un éco-bilan beaucoup plus important. Donc, les solutions en béton sont plus ou moins 20-40% moins écologiques et les coûts varient dans un intervalle de plus ou moins 10%. Et vous voyez là les informations pour l'acier. Ce qu'il ne faut effectivement pas faire, ou dans ce contexte-ci, même que c'est léger, travailler avec des polymères renforcés aux fibres de verre. Ça ne donne rien du tout. Voilà, donc si c'est les coûts, faisez en béton léger, si c'est l'écologie, faisez en bois, et si ça doit être léger, c'est acier. Et ça, on a aussi entendu le second œuvre qui joue un grand rôle important. Hein, si on est prêt de vivre avec des éléments considérablement plus bruts, donc éliminer des couches, on peut néanmoins avoir des économies non négligeables. Ça, je vais laisser tomber en vue du temps. Et puis, pour les conclusions. Donc, surélever, il faudrait le faire le plus haut possible, c'est favorable, aussi pour ce qui est l'écologie et l'économie, mais il faudrait vivre avec quelques compromis sur l'aménagement de l'étage. Les impacts de l'aménagement et du nombre d'étages sont contraignantes ou sont opposés. Architecturellement, on souhaite avoir un aménagement libre, mais ça amène les portées beaucoup plus grandes et demande une construction encore plus légère. Et là, il y a des possibilités. Comment on peut en réagir avec les éléments conçus? Le matériau principal de construction le plus approprié, ça, on se pose souvent la question, alors est-ce qu'il faut faire en bois, est-ce qu'il faut faire en acier? C'est quoi la bonne réponse? Il n'y a pas de réponse simple. En effet, ce qui est important en mode de réflexion, c'est que de chaque matériau, il y a un volume et il y a un impact unitaire écologique, et c'est le produit mathématique des deux qui est finalement à la source du défi. J'ai déjà mentionné les éléments prépondérants et je vais terminer avec des matérialisations combinées. Je ne vais pas entrer en tous les détails, mais ce qu'on peut constater, c'est que le choix qu'il faut faire dépend de la cible. Alors, est-ce qu'on veut être écologique? C'est où? Est-ce qu'on veut être écologique? Est-ce qu'on veut être léger? Ou est-ce qu'on veut être économique? Et parfois, c'est tout simplement opposer les choix. Mais vous le voyez là sur l'image, le bois semble quand même être une très bonne réponse. Et je pense que ça va être réjouissant pour Monsieur Ducret. Voilà. Avec ça, je m'arrête et je vous remercie de l'attention. Merci beaucoup. Et effectivement, on va enchaîner avec Monsieur Jean-Marc Ducret, directeur de JPF Ducret, qui va nous parler, je crois, de la Maison de l'Environnement du canton de Vaud. Tac. Alors, c'est forcé. Et voilà.
Oui, bonjour. Alors, je me réjouis qu'on fasse beaucoup de surélévation et d'autres choses, mais il n'y a pas que nous déjà, mais surtout on boit d'abord. Donc, je vais juste dire, voilà, on est l'entreprise JPF Ducret, on est 180 personnes, et puis j'ai mis cette diapositive exprès parce qu'il y a 20 ans, on faisait surtout de la structure. Et puis aujourd'hui, on fait aussi avec d'autres matériaux qui arrivent. Ça, c'est un petit clin d'œil. C'est la patinoire de Porrentruy qui est faite avec du frêne du Jura. Ça, c'est le petit clin d'œil avant de parler de la maison de l'environnement. Nous, on est convaincus qu'il faut utiliser des matériaux qui sont dans un rayon plus petit que 80 km autour de ce qu'on construit. Donc, c'est 90% de notre bois vient de la région. Ce qu'on essaye aussi de dire souvent, c'est que bon, tant mieux si on a le travail, mais ce qu'il faut dire, si vous construisez en bois suisse, et ça c'est important, c'est que vous faites vivre toute une filière, depuis la gauche vers la droite, depuis la forêt, qui doit être exploitée, qui heureusement ces dernières années, alors oui, il y a eu des renchérissements il y a une année, mais elle le méritait pour que les exploitants forestiers puissent mieux vivre, pour que les scieries puissent aussi vivre. Vous avez vu qu'il y avait un peu de difficulté d'approvisionnement, parce que tout à coup en Europe, on ne pouvait plus produire. Quelquefois, on jette la pierre aux scieurs suisses. Mais qui d'entre vous serait d'accord d'avoir investi il y a 20 ans pour arriver à avoir des rendements corrects seulement l'année passée? Donc on doit aussi les laisser s'adapter au fait que tout à coup, on réalise que produire tout près, ça vaut la peine. Voilà. Et puis le slide du milieu, c'est que c'est aussi, ici on est à Bulle, on est tout près de Fribourg, il y a le Smart Living Lab qui sera aussi fait avec du bois régional, du bois du canton de Fribourg, à l'exception du hêtre qui viendra et du chêne qui seront d'origine du Jura, mais c'est pas très loin, vous en conviendrez. Voici maintenant la maison de l'environnement avec le bureau Ferrari architecte, Mono Piguet ingénieur civil. J'ai montré cette photo qui date de l'automne passé, qui a été rendue. L'idée du concours, c'était quoi? On va faire une maison de l'environnement pour l'État de Vaud. Est-ce qu'on fait vraiment un truc hyper technologique où on montre une façade active, où on va aller mettre plein de gadgets, ou alors est-ce qu'on retourne sur deux matériaux de base qui sont le bois et la terre? Et l'idée, elle était celle-là, puis on le voit ici sur le principe, c'est-à-dire on fait deux patios intérieurs habillés en terre crue avec une structure en bois à l'extérieur, avec l'originalité qu'en fait la stabilité, on va toujours chercher la stabilité quand on fait des constructions en bois, on dit qu'on fait les noyaux en béton. Et là l'idée c'est le contraire, c'est ces grands porteurs extérieurs qui nous donnent la stabilité, et c'est le noyau intérieur où on a, à part la dalle en béton, tout l'extérieur, toute la structure, y compris les cages d'escalier, sont en bois. Donc on va amener de l'inertie. Et l'idée d'amener de l'inertie, ça c'est les images du concours, vous verrez les images réalisées, c'est-à-dire, voilà, c'est la terre crue, c'est cette idée-là qu'on va introduire dans ce bâtiment. Et puis, comme on doit faire très vite, je vous montre ça, c'est ces grands porteurs. Vous avez une cage d'ascenseur qui est entièrement préfabriquée en bois, qui va être revêtue après pour des questions de protection incendie. Et puis, il y a un mixte, c'est-à-dire vous avez le bois, vous avez de l'épicéa. On voit, si vous le devinez bien, il y a des porteurs en frêne. Ça, c'est quand on a des portées très importantes. Et puis, on a des dalles mixtes bois-béton, parce qu'on est toujours obligé d'utiliser un peu de béton pour l'inertie, pour la protection incendie, et puis aussi pour l'acoustique. Ici, je montre aussi ce qui est assez particulier, c'est la partie de fabrication de cette terre crue. Donc, vous avez peut-être entendu, on a hésité à couler de la terre crue. Je crois qu'il y a des gens qui vont en parler. Pour nous, ce qui était délicat, c'est que ce patio intérieur, c'est aussi une voie de fuite. Donc, on doit être capable de rendre porteur la structure. C'est pour ça qu'ici, vous avez du chêne, qui est un peu... on a réexprimé là une construction qui ressemble à une ossature remplie de terre. Et puis, ce qui a été développé, c'est des briques en terre crue. Vous connaissez peut-être TerraBlock, c'est une entreprise qui fait des petites briques. Et là, ce qu'ils ont développé, c'est des TerraPads. Les TerraPads, c'est des briques qui faisaient 40 cm de large, 80 cm de long, et qui faisaient 80 kg. Et là, on voit que nos maçons, en fait, qu'ils ont dû aller poser de la brique en terre crue. Il y a un tout petit peu de ciment pour permettre leur stabilité. Mais voilà, le défi qui était noté, c'était celui-là, c'est de répondre à cette demande et au choix qu'on a fait de ce projet.
le bois à la terre crue, et on retrouve cette expression-là. Et puis le petit clin d'œil pour terminer la présentation, c'est de dire, ben voilà, je vous ai montré les photos du concours, et ça c'est les photos de ce qui a été réalisé. Et ce qu'on a promis, on l'a fait. On a acheté 4000 m3 d'épicéa au canton de Vaud. On a utilisé de la terre crue qui, pour des raisons techniques, n'ont malheureusement pas pu être la terre crue de l'excavation de la Maison de l'Environnement, mais d'un bâtiment qui était à quelques kilomètres. Et je crois qu'aujourd'hui, le bâtiment, maintenant, il a une année. Les atriums, ils apportent beaucoup de fraîcheur à l'intérieur. Et puis, c'est une façon très saine de construire sans aller mettre plein de gadgets pour le confort des utilisateurs. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et puis, on va enchaîner avec Madame Aurélie Favier, responsable développement durable et spécialiste matériaux chez Mobbot. Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie. Je travaille à Mobbot, qui est une start-up basée à Fribourg, qui a été fondée en 2018 et qui travaille sur le béton projeté. Donc, on va revenir au béton, qui est un peu mon amour de toute manière. Et on va parler surtout de projection du béton, qui est une méthode de mise en place du béton assez particulière. Clairement, le béton, pour certains, on va le voir comme un ennemi. Il a plutôt une très très mauvaise publicité. Ceci dit, intrinsèquement, il est quand même peu polluant. C'est juste qu'il est la plupart du temps très très mal utilisé. Dans le cas du béton projeté, ou des matériaux projetés, en particulier pour les tunnels, c'est le matériau principal actuellement. On le remplacera avec rien d'autre parce qu'il a des propriétés qui sont quand même, en termes de performance mécanique, très avantageuses. Mais on en utilise des très très grosses épaisseurs, on en utilise beaucoup. Et surtout, le béton projeté, c'est une technologie qui n'a pas du tout évolué depuis ces dernières années, qui est basée sur le savoir-faire. Et parfois, il n'y a pas tellement de contrôle de ce qui est fait en termes de quantité de matériaux utilisés. Donc clairement, à Mobbot, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'amener de la digitalisation, donc tout ce qui va être contrôle des données, contrôle du processus via des intégrations de capteurs. On travaille sur tout ce qui est aérodynamisme du béton en collaboration avec l'HEIA sur des systèmes de projection qui permettent une projection beaucoup plus efficace. Et puis mon travail un peu au quotidien, c'est d'essayer d'intégrer des stratégies de construction durable dans le béton projeté. Donc le béton, rapidement, donc on extrait des matières premières. Le ciment, c'est le coupable des émissions de CO2 dans le béton. Et dans la projection, on essaye de coupler du coup les données pour fabriquer soit des éléments d'infrastructure en forme d'impression 3D, ou alors pour la projection dans les tunnels. Et ensuite, bien sûr, le béton, il a cet avantage qu'il peut être démoli et qui du coup, il peut avoir vraiment une approche circulaire et on peut réutiliser le béton dans le béton, ainsi de suite. Donc l'idée à Mobbot, ça a été déjà d'essayer de travailler avec des ciments qui sont beaucoup plus écologiques, donc avec beaucoup d'additions minérales et aussi des matériaux recyclés à l'échelle du ciment. On essaye aussi de faire des éléments en béton qui utilisent moins et mieux le béton, c'est-à-dire qu'on sait où on le met et puis on met exactement la quantité qui sont nécessaires pour les performances voulues. Et puis on développe des bétons pour la projection qui sont à base de granulats recyclés. Donc juste quelques projets. Donc là c'est la partie béton. Donc ça c'est un béton recyclé c'est un projet qu'on a fait avec Holcim Suisse où on a intégré du matériau recyclé de démolition, en particulier toute la partie fine qui n'est pas tellement valorisée. Donc on a intégré 30% de sable très très fin. On a aussi travaillé avec un ciment qui s'appelle le Sustenocat, qui est un ciment qui intègre déjà des matériaux recyclés dans sa fabrication. On travaille aussi sur tout ce qui est mis en place. Donc on fait des chambres, en particulier des chambres télécom. On essaye de regarder tout le processus, c'est-à-dire que par rapport aux performances, on n'est pas obligé de faire des chambres qui font 20 à 25 cm d'épaisseur comme c'est actuellement. On peut en mettre beaucoup moins. Donc on a un béton à haute performance qui permet de réduire jusqu'à 50% de quantité de béton utilisée par chambre. Et donc du coup, ça a une influence assez importante sur les quantités de CO2 qu'on peut réduire. Et on s'est intéressé aussi à la logistique, comment on peut optimiser toute la logistique pour réduire les quantités de transport, enfin les réductions de kilomètres sur chantier. Donc on a fait beaucoup d'économies.
Et puis bien sûr, bon, je ne vais pas revenir sur l'utilisation des déchets de démolition, mais on essaye aussi, grâce à l'aérodynamisme du béton, de diminuer les déchets de rebond. Le rebond, c'est ce qui revient quand on fait de la projection dans le tunnel. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire tous ces déchets-là. Et avec nos procédés, on peut aller jusqu'à 4 fois moins de déchets. Donc ce qui veut dire moins de transport pour enlever les déchets du tunnel, puis moins de besoin de matière à la base. Donc dans le cas du procédé de projection, en particulier pour le tunnel, on va toujours utiliser le béton, fibré ou non fibré. Actuellement, il y a très peu d'optimisations qui sont faites. Et puis du coup, grâce aux données, grâce au fait de pouvoir stabiliser un processus et de comprendre ce qu'on fait, on peut mettre en place des procédures, on peut réduire les quantités de matière. Et je dirais que le mot d'ordre, c'est d'utiliser le béton là où il est nécessaire et avec la quantité dont on a besoin et pas plus. Donc en consommant mieux et moins, on fait d'énormes économies sans changer forcément un business model très important. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis on va enchaîner avec les questions notamment de recyclage de la terre d'excavation avec Monsieur Dario Redaelli et Monsieur Pittet. Oui, bonjour. On présente ici une technique de construction particulière que je présente avec Sébastien Pittet de l'entreprise Pittet Artisan, qui est le partenaire industriel, et avec Marco Viviani, professeur à la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, qui est ici dans le public. Je laisse la parole pour l'introduction à Sébastien. Ok. Alors, avant tout, voilà, on va parler surtout du béton de terre projeté. Et là, je vais parler un peu de l'origine et le contexte. Donc voilà, Pittet Artisan, on peut dire, c'est mon père s'est reconverti au bio il y a 30 ans. Donc les solutions ne sont pas forcément simples, mais elles existent. Nos clients, ça fait 30 ans qu'ils le font. Après, c'est plein de difficultés. Après, la particularité en fait de notre entreprise, donc on fait du biosourcé, du géosourcé. Là, je vais montrer un peu ce qu'on fait. On a une large gamme de, en fait, tout ce qui est minéral, spécialement. On a une large gamme d'activités. Et aussi, on connaît bien les techniques traditionnelles et les techniques modernes. Et ça, c'est le challenge, en fait, parce que les solutions existent, mais il faut les actualiser, il faut les utiliser maintenant. Et ça demande beaucoup de créativité. Avoir plusieurs, en fait, un last domaine, ça permet d'être créatif et d'innover, enfin, s'adapter. Donc voilà, on a fait beaucoup, on a commencé beaucoup tout ce qui est le travail de la chaux, les enduits naturels, aussi la chaux, le chanvre. Les briques comprimées, briques en terre crue. On a beaucoup travaillé sur l'isolation en béton de chanvre projeté. Donc, on pourrait en parler une demi-journée. On va pas en parler maintenant, mais c'est très intéressant. C'est une énorme solution. En fait, ces anciennes techniques, voilà, les roseaux plâtrés. Donc tout ça, c'est biosourcé, et ça donne des capacités, des potentiels très intéressants. Une technique très particulière, les voûtes sarrasines, donc des voûtes sans coffrage. Alors c'est lié, là, il y a un mélange entre esthétique et matériaux. Maintenant, on a passé aussi avec des briques en terre comprimée. On fait la même chose. Donc voilà. Après, là, on parle du béton de terre projeté. Alors, à l'origine, on nous a demandé, surtout pour appliquer de la terre sur des maisons paille. Et en fait, la terre est très lourde et très compliquée à travailler à la main. Donc voilà, c'était comment mécaniser cette chose, et avec l'isolation, enfin, c'est aussi de la projection par voie sèche, mais avec d'autres configurations. On a changé la configuration, puis ça fait maintenant 12 ans qu'on travaille là-dessus aussi sur la terre. Et on a d'abord testé des mélanges du commerce préformulés de terre.
On a trouvé qu'il y avait des bons résultats. Ensuite, on a utilisé des terres, de l'argile qui vient des fabriques de briques. On a essayé plusieurs liants, toujours avec des bons résultats. On avait d'abord du grain aussi, parce qu'en fait, c'est une projection qui utilise très peu d'eau, c'est par voie sèche. Le mélange va à 300 km/h dans les tuyaux, et c'est chaque grain qui sont compactés. Donc on retrouve un peu la technique du pisé, mais c'est mécanisé. En fait, il n'y a pas une force de compaction énorme, c'est les grains qui sont très rapides, qui se compactent les uns après les autres, en gros. Donc on utilise peu d'eau, et c'est ce qui permet ensuite, alors la suite de nos tests justement, c'était vraiment d'utiliser la terre du chantier, le plus possible du chantier. Alors il y a déjà toute une phase de préparation, il faut réunir les bons outils pour la préparer, et la placer dans la machine de projection par voie sèche. Ben voilà, c'est un super truc. C'est à toi, hein? Oui, merci. Oui, en effet, c'est un super truc. Et il y a eu, pendant plusieurs années, plusieurs projets de recherche qui ont été menés d'abord à l'école d'ingénieurs du canton de Vaud et ensuite depuis quelques années aussi à l'école de Fribourg. Donc le but c'est d'utiliser aussi la terre sur place. Le but c'est aussi de ne pas mettre de stabilisants ou d'en mettre le moins possible. D'un point de vue technique, ces différents projets de recherche ont l'objectif concret de donner des règles, des conceptions, des dimensionnements pour les architectes et les ingénieurs à plusieurs niveaux. Donc il faut établir des recettes de mix design qui soient suffisamment simples, il faut caractériser les matériaux et il faut aussi caractériser son comportement dans les éléments de structure. Alors là, vous avez quelques images qu'on a assemblées des différentes recherches qu'on mène à plusieurs niveaux. Donc là, sur la gauche, vous avez un système, c'est une technique qui a été développée à Yverdon pour optimiser les recettes. Donc on cherche de reproduire au laboratoire des échantillons qui sont produits avec une technique qui permet d'avoir des conditions de fabrication similaires à celles qu'on obtient avec la projection. Grâce à cette technique de laboratoire qui donne une grande flexibilité, il est possible de tester plusieurs variantes de recettes, plusieurs terres, plusieurs types de stabilisants et d'arriver à établir des concepts de mix design qui sont optimisés. Ensuite, sur la droite, il y a bien sûr la caractérisation des propriétés mécaniques et des propriétés de durabilité de ces matériaux avec des essais, on va dire, standards, compression, traction, rigidité. Il y a aussi la question qu'on se pose sur la manière de prélever les échantillons. Compte tenu de la technique de fabrication, on projette sur de grands éléments. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut caractériser ces matériaux avec des essais sur de grands échantillons, mais ça a un coût, ou bien est-ce qu'on peut les caractériser comme du béton avec des petits cubes ou des petits cylindres? Mais alors, est-ce qu'il faut faire des échantillons moulés, donc projetés dans des petits moules, ou bien carottés dans de plus grands éléments? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et là, vous avez un exemple de propriétés mécaniques auxquelles on arrive et qui ont pour nous déjà un intérêt pour des applications structurelles. On a beaucoup d'essais, vraiment une grande base d'essais qui ont été réalisés sur des éléments de structure à échelle réelle, avec armature ou sans armature. Vous avez là sur la gauche des poutres qu'on a testées à la flexion, à l'effort tranchant. Sur la droite, vous avez des murs, donc c'est des éléments qui sont à échelle réelle, comprimés ou bien soumis à des états de compression excentrés, de nouveau avec des armatures ou sans armature. On étudie aussi des éléments mixtes. On cherche de coupler la terre avec d'autres matériaux, comme par exemple le béton fibré ultra performant, pour voir si on peut avoir des solutions qui soient encore plus optimales. Et on a aussi des essais assez spectaculaires. Vous voyez ici une voûte qui a été réalisée entièrement interprojetée et qui a été testée à l'école d'Yverdon pour comparer son comportement au comportement d'autres voûtes réalisées en maçonnerie traditionnelle. Donc, on a une grande base de données expérimentales et théoriques. Maintenant, quels sont les champs d'application? Là, on se trouve avec une technologie qui est très versatile
En fonction des propriétés de la terre, en fonction du type de stabilisation, de la quantité de stabilisation, on peut envisager d'une part des applications qui n'ont pas de fonction porteuse, donc ça pourrait être des aménagements extérieurs ou la stabilisation des pentes, avec très peu de ciment ou très peu de stabilisants, en utilisant surtout l'effet de compactage qui est donné par la projection. Mais on peut aussi envisager, avec d'autres recettes, des éléments de structure. Le but, évidemment, c'est de pouvoir construire avec cette technologie des murs, des poutres, des voûtes et pouvoir en faire des bâtiments. Ce qui semble, par rapport aux résultats que nous avons, quelque chose de tout à fait possible avec cette technologie. L'exemple peut-être plus emblématique, et je laisse la parole à Sébastien pour terminer, c'est le chantier du parc catalan à Auxy. Oui. Alors, après, bien sûr, là, c'est peut-être un peu plus loin, mais l'idée, c'est voilà, de créer des voûtes. Bien sûr, on n'a pas, pour des éléments en flexion, c'est pas aussi bon que du béton classique, d'accord. Mais dès qu'on a dans la compression, on est bien. Donc là, l'idée, c'est de projeter des voûtes. Alors, il y a un mix, parce qu'on reprend la technique. Là, c'est là qu'on essaye d'être créatif et on reprend la technique du fer-ciment. Mais là, on va faire un ferro-terre. Et dans le but futur, ça sera que ça soit plus un ferro-terre, mais un bois-terre. Toujours dans une structure spatiale, avec la technique de la projection de la Terre par voie sèche. Nous avons terminé la présentation. Merci pour l'attention. On laisse la parole aux prochaines. Merci beaucoup. On va partir du côté de l'isolation maintenant avec monsieur Jean-Émile Follet, administrateur d'IS Wood. Et voilà. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler des isolants biosourcés comme une alternative tout à fait crédible sur le marché des matériaux de construction et une véritable opportunité qui est mise en lumière par la situation actuelle que nous vivons aujourd'hui. Je vais illustrer mon propos avec l'exemple de Gramitherm, qui est le produit phare de mon entreprise et dont j'assure la distribution pour la Suisse. Gramitherm est un isolant à base de fibres d'herbe inventé en Suisse par un ingénieur qui s'appelait Stéphane Grass, ça ne s'invente pas, et en collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne. En 2013, la société a été reprise par Clean Insulating Technology, une société suisse basée à Lausanne. Un site de production a été implanté en 2019 à Auvelay en Wallonie. Et cette année même, donc cette année 2019, Gramitherm a reçu la certification Solar Impulse de la fondation de Bertrand Piccard. Gramitherm est une isolation thermique produite à base de fibres d'herbe et naturelle, donc de l'herbe de prairie tout simplement. On récolte cette herbe dans des zones où celle-ci n'est pas destinée à l'agriculture ou à nourrir les animaux. Donc c'est de l'herbe perdue. Dans le processus de fabrication, donc, on sépare la fibre de l'herbe du jus de l'herbe. Et ce jus, on le transforme en biogaz qu'on utilise directement pour sécher la fibre. Donc on reste dans un cercle vertueux de production. On va donc constituer ce panneau avec 72% de cette fibre d'herbe à laquelle on va ajouter 20% de fibre de jute pour avoir une fibre plus longue, un meilleur maintien du panneau. Et puis également 8% de fibres de liaison, de fibres synthétiques pour colmater tout ça et tenir en forme le panneau.
tout ce processus de production aboutit à un bilan carbone négatif, ce qui est unique pour un isolant produit de façon industrielle. Je vous donne maintenant quelques caractéristiques techniques du produit. Donc on a une conductivité thermique déclarée, donc un lambda de 0,040. On a une durée de déphasage pour une épaisseur de 240 mm de 9 heures, ce qui est très performant. On a une bonne absorption acoustique, on a une très grande capacité d'absorption de l'humidité. Et ces panneaux donc, sont produits dans une densité de 40 km3, dans des épaisseurs de 45 à 240 mm, donc 45, 60, 80, 100, 120, etc., jusqu'à 240 mm. Les domaines d'application, eh bien, c'est la toiture, les plafonds, les planchers et les parois, la toiture sous chevron ou par-dessus le toit. Donc là, bien sûr que c'est cadré dans un châssis de lambourde parce que c'est une isolation qui est compressible. Et puis, dans des cloisons et des isolations périphériques. Et vous voyez dans la photo du centre que les animaux ont l'air de l'apprécier, ce qui est vraiment un bon signe. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais dire, et ce que j'ai annoncé au début de cet exposé, c'est qu'on vit aujourd'hui une situation particulière qui a échappé à personne. On sort d'une crise sanitaire, on a la guerre qui est aux portes de l'Europe, donc on a constaté une flambée des prix de l'énergie, des pénuries, des augmentations de prix un petit peu sur tous les matériaux. Et avec Gramiterm, on répond en partie à ça parce qu'on est très peu énergivore dans la production. Donc on a des prix qui restent stables parce que ça a moins d'impact, cette situation a moins d'impact sur nous. Maintenant, on voit aussi également qu'il y a une volonté politique d'inciter à l'amélioration thermique des bâtiments, entre autres avec le programme bâtiment. Et ça serait dommage de vouloir d'un côté économiser de l'énergie avec des matériaux qui en demandent énormément pour leur production. C'est dans ce sens que ce matériau est très, très actuel. Voilà. En fin de compte, avec Gramiterm, on produit un matériau qui est bon pour l'habitant, qui est bon pour l'artisan, pour celui qui le met en œuvre, parce que c'est des matériaux qui sont pas du tout irritants, très agréables à travailler. Et puis, on fait quelque chose aussi qui est bon pour la planète. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. On va enchaîner avec Madame Sarah Cherif, architecte chez Oxara. Et la télécommande. Donc, on m'entend là ? Bonjour à toutes et à toutes. Donc voilà, mon nom est Sarah Cherif et je suis architecte chez Oxara, qui a une spin-off de l'ETH, donc de l'EPFZ à Zurich, et qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui s'intéresse à la question dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est celle du béton d'argile sans ciment, c'est-à-dire donc de la terre crue, ou comment utiliser des terres d'excavation et déchets industriels tels que des boues pour produire un matériel de construction responsable, écologique et réutilisable à souhait. Donc, c'est un secret pour personne. L'industrie du bâtiment est l'une des plus polluantes. Et rien qu'en Suisse, on a 57 millions de tonnes de matériaux d'excavation produites par an, ce qui représente la moitié des déchets à l'échelle nationale. Et en fait, la plupart du temps, c'est des matériaux, c'est de la terre non contaminée et qu'on va soit stocker dans des gravières ou exporter à l'étranger. Et elle est rarement réutilisée. Donc là, on a un graphique qui est le car modèle que j'ai un peu simplifié ici et qui vous montre en fait vraiment que le flux des matériaux minéraux et que très peu est réutilisé dans le circuit de la construction et que vraiment ce maigre filet, c'est juste pour l'adaptation des terrains, mais que l'idée, ce serait de pouvoir clore ce circuit, même si ce n'est que partiellement.
Alors la question, pourquoi est-ce qu'on ne construit pas en fait avec de la terre? Eh ben, c'est que ça demande énormément de travail, de temps, de ressources. Et là, si on compare en fait la production d'un produit en béton, on voit qu'avec celle d'un produit en terre pisée, qui est l'utilisation de la terre qu'on connaît le plus, eh bien, on va voir que la terre pisée nécessite 8 fois plus d'efforts et de temps. Donc le défi ou la question, c'est que Oxara s'est posé, mais que pas que, parce que c'est vraiment un domaine de recherche grandissant, c'est comment utiliser la technologie du béton pour travailler avec de la terre, qui est ce matériel biosourcé. Donc le plus grand défi, c'est, sachant que sans ciment, on n'a pas de réaction hydraulique, comment est-ce qu'on peut couler la terre à l'état liquide et la décoffrer plus tard à l'état solide, alors qu'en fait, le coffrage, il va empêcher le matériel de sécher. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo et vous expliquer comment est-ce que le matériel fonctionne. Donc, en fait, Oxara a développé un additif. Donc là, vous allez voir Nanili Landru, qui est le cofondateur d'Oxara. Et vous voyez, il prend très peu d'eau et il ajoute cette poudre blanche qui est cet additif et qui a en fait 2 fonctions. La première, c'est que c'est un défloculant. Ça veut dire que ça va fluidifier la terre. Et la deuxième, ça va être le floculant. Donc là, vous voyez l'effet du défloculant. Avec très peu d'eau, on a quelque chose de liquide, donc quelque chose que l'on peut couler. Et le floculant, ça va annuler en fait cet effet, ce qui va faire que, comme vous allez le voir, après 24 heures, on a la possibilité de décoffrer et le matériel peut se porter lui-même. Après, bien sûr, il y aura un certain temps pour que le matériel arrive à sa résistance la plus élevée. Et donc, là, il n'était pas sûr quand il l'a essayé, il n'était pas sûr que ça marche, mais bon, ça a tenu. Donc voilà. Alors, la composition de la terre coulée, en fait, on a principalement des agrégats, 25% d'argile, qui est comme la colle qui va tenir les agrégats ensemble, et 10% d'eau. Si on compare au pisé, le pisé il peut avoir jusqu'à 8% d'eau. Donc on voit vraiment qu'on essaye de réduire l'eau, parce que moins d'eau veut dire moins de retrait du matériel, ce qui veut dire plus de résistance. Alors, ça c'est les ingénieurs de l'équipe qui ont essayé une technique simple d'explication et de comparaison des matériaux. Donc si on a un cube avec des arêtes de 15 cm, qu'est-ce que ça peut porter en termes de vaches? Et là, on voit, on a une dizaine de vaches. Si on compare ce même cube avec un cube en béton, on voit qu'on peut porter largement plus de vaches. Ok. Donc, mais si on compare les émissions, et là, ils ont fait la grave erreur de mettre de l'emmental à la place du gruyère, mais on voit que ça, c'est la quantité de fromage qu'on pourrait manger en plus si on n'utilisait pas ce cube de terre, et que la quantité est beaucoup plus importante quand il s'agit du béton. Donc, on choisit quel matériel? Alors, on a décidé de comparer en fait 2 murs d'une même épaisseur, donc ici de 20 cm, et on voit qu'un mur de béton de 20 cm, ici en bleu, peut porter 3000 tonnes de matériaux, ou une charge. Alors que pour porter cette même charge, il nous faudrait un mur d'une épaisseur de 2 mètres en terre coulée, ce qui ne fait pas de sens. Par contre, si on inverse la question, on voit qu'un mur de 20 cm en terre peut porter jusqu'à 300 tonnes de matériaux, ce qui équivaut à peu près à un immeuble, à une structure de 3-4 étages. Et un mur en béton devrait avoir une épaisseur de 2 cm si on utilise le strict minimum. Donc on voit que dépendant des cas, c'est plus une question de combinaison des matériaux qu'une question de solution absolue. Donc là, je passe vite fait les caractéristiques, la comparaison des caractéristiques. Et donc on voit que la terre coulée a quand même beaucoup plus de retrait, que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais aussi qu'elle est soluble. Il n'y a vraiment pas de stabilisant dans le cas de Oxara.
Donc avec un peu d'eau, on peut déjà la retravailler à souhait. Mais ce qui veut également dire qu'il va falloir, en termes de construction, la protéger en lui donnant un toit contre la pluie et des fondations contre les remontées capillaires. Donc juste quelques exemples. On est encore beaucoup dans la recherche et là on fait beaucoup de collaboration aussi pour des projets futurs. Ça c'était un test qu'on a fait avec Marty Genève et les différentes couleurs que vous voyez, c'est parce que c'est différentes terres d'excavation. On a également fait des projets, ça c'est du mobilier urbain pour les CFF à Zurich. On voit aussi qu'on peut avoir l'application pour faire des sols. Ça c'est une église, l'entrepôt d'une église à Zurich. Et là on voit aussi des tests, non seulement pour de la façade et des textures qu'on peut avoir comme pour le béton, mais également pour des murs porteurs. Ça, c'est dans le cadre d'un projet d'environ 2-3 étages d'un bâtiment porteur à Bourgville, en terre coulée. Et donc, les challenges et les étapes à venir, pas toutes les terres réagissent de la même manière. Il n'y a donc pas d'additif universel pour le moment. Le matériau est nouveau et donc il n'est pas normé. L'industrialisation du système de production est encore à mettre en place. Et finalement, comme ça a été dit dans beaucoup de présentations aujourd'hui, c'est vraiment une question de la combinaison juste des différents matériaux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va enchaîner en parlant d'upcycling du béton avec Malena Bastien-Mas, ingénieure civile et collaboratrice scientifique à l'EPFL. Bonjour tout le monde. Donc, comme ça a été mentionné, je vais parler du réemploi. Donc, on passe à une autre une autre méthode pour réduire l'impact CO2 de nos constructions. Donc, au laboratoire d'exploration structurale à l'EPFL, on pense qu'une des voies pour réduire l'impact de nos constructions, c'est le réemploi, et en particulier le réemploi d'éléments structuraux. Ça s'est déjà fait avec l'acier et nous, on espère aller encore plus loin et essayer de réemployer des éléments en béton armé qui sont extraits de structures obsolètes. Donc, ça a déjà été dit, je vais y passer rapidement, mais le béton, c'est le matériau qui est le plus employé dans nos constructions aujourd'hui. Et pour le produire, on a besoin d'environ 4 gigatonnes de ciment annuellement. La production de ce ciment émet 8% des émissions globales de gaz à effet de serre. Malgré cela, on continue à démolir nos bâtiments. En Suisse, il y a environ 0,25% de notre parc immobilier qui est démoli chaque année. Et quand on fait ces démolitions, on ne tient pas compte de la mine de matériaux que ces bâtiments représentent. Souvent, les démolitions surviennent à des moments pour des raisons fonctionnelles, parce que le bâtiment ne répond plus à l'usage, répond plus aux besoins qu'on cherche à accomplir avec. Mais par contre, souvent, la structure est encore en excellent état. Et quand on la démolit, du coup, on a une perte en termes de valeur environnementale, mais aussi en termes de valeur économique et culturelle. En même temps, on en a déjà parlé, le béton occupe une très grande part de nos déchets de construction et de démolition en Suisse. Ça correspond à environ 30% des déchets produits par le secteur. Bien sûr, on peut l'utiliser pour faire des bétons recyclés, donc on peut le concasser et le réemployer dans des bétons recyclés, comme ça a été présenté, ce qui est déjà une excellente solution. Mais nous, on se demande si ce n'est pas possible d'aller encore plus loin et de faire encore mieux. En Allemagne, déjà depuis plusieurs années, il y a de la recherche qui se fait sur le réemploi d'éléments de béton issus de structures préfabriquées. Donc là-bas, on a plusieurs bâtiments qui ont été construits après la guerre, qui sont faits de panneaux préfabriqués. Et puis pour les déconstruire, c'est assez simple puisqu'on peut suivre les étapes inverses à la construction. Et puis on se retrouve avec des panneaux comme on voit sur le camion ici. Et ces panneaux-là peuvent être réutilisés pour reconstruire une nouvelle structure. En Suisse, cependant, il y a une majorité de notre stock construit qui est fait plutôt de béton coulé en place. Donc, si on veut, les joints ne sont pas facilement identifiables.
Donc, nous, on se demande si c'est pas possible d'aller encore plus loin et de trouver des méthodes et des techniques pour réemployer des éléments qui sont issus de bâtiments qui ont été coulés en place. Pour ce faire, les premières étapes, c'est d'utiliser les méthodes que les ingénieurs connaissent déjà pour évaluer nos structures existantes. Donc, si on a un bâtiment qui malheureusement doit être démoli, on doit l'évaluer, l'inventorier, vérifier l'état de ces différents éléments, tout ça en vue de voir si c'est possible d'utiliser ces éléments-là pour un nouvel usage. On peut pour ça utiliser par exemple différentes méthodes non destructives pour vérifier la géométrie de l'élément, retrouver la position des armatures, vérifier les propriétés des matériaux. Ensuite, les méthodes pour extraire les éléments, ils existent déjà, comme par exemple les scies à lame diamantée. On peut couper des éléments et les transporter pour ensuite les préparer. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ces éléments? Comment est-ce qu'on peut les réassembler? Est-ce que c'est possible de faire une nouvelle structure? Pour démontrer que c'était possible, au laboratoire, on a construit la passerelle qu'on a nommée Recrete pour Reuse Concrete. C'est une passerelle en arc faite de 25 blocs en béton qui ont été sciés dans les murs d'un bâtiment en rénovation et qui ont ensuite été réassemblés à l'aide de la précontrainte. Donc on obtient cet arc malgré tout assez élancé qui a une portée de 10 mètres. On a ensuite fait des essais pour vérifier le comportement structural de la passerelle. Et on a aussi vérifié que nos hypothèses étaient valables en faisant une analyse de cycle de vie. Cette analyse de cycle de vie nous a permis de démontrer qu'en termes de kilogrammes de CO2 équivalent, notre passerelle émettait environ 1/3 d'un arc similaire construit en béton armé, et puis que c'était une solution qui était plus ou moins équivalente au même arc construit avec des poutres en bois. Le bois restant malgré tout plus compétitif. Maintenant, cette passerelle, elle a été installée sur la rivière Morges à Comté en Valais. Elle va être utilisée par les piétons pour une durée de 2 ans pendant les travaux sur la route adjacente. On a équipé notre passerelle de garde-corps qui ont aussi été fabriqués en matériaux de réemploi. Donc, suite à ce premier prototype qui a permis de démontrer que c'était possible de réemployer du béton, on cherche maintenant à développer nos solutions, à aller encore plus loin et on espère trouver des solutions qui permettraient de reconstruire même des bâtiments avec des éléments en béton coulés en place qui ont été extraits de structures obsolètes. C'est une nouvelle façon de penser la construction. L'idée, c'est d'entrer dans l'économie circulaire pour pouvoir réutiliser les matériaux à souhait et puis réduire l'impact de nos constructions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on va rester dans le réemploi des matériaux et des éléments de construction avec Monsieur Cyril Véron. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis également dans le secteur du réemploi. Quand je regarde un bâtiment, je ne vois pas de béton, je ne vois pas d'argile, je vois ce que vous allez voir quand vous allez lever maintenant la tête. Si vous regardez en haut, au-dessus de votre tête, moi je vois du bois, je vois de l'acier, je vois des éléments qui sont présents autour de nous, qui ne sont pas des matériaux en soi, mais des éléments de construction déjà réalisés. C'est mon sujet aujourd'hui, le réemploi, c'est finalement quelque chose qu'on voit au quotidien. Je suis actif dans plusieurs organisations, c'est-à-dire que j'ai un engagement aussi bien au niveau politique qu'au niveau d'une entreprise qui s'appelle Complexbau, donc qui réalise des chantiers de la construction, et au niveau de la planification, entre autres avec l'entreprise Soumami, et puis également dans l'engagement social avec une ressourcerie Siphon à Bienne. Donc j'ai différentes casquettes qui me permettent d'analyser différents sujets.
Et puis, je ne vais pas être très technique aujourd'hui par rapport à tous les programmes qu'il y a eu avant. Je vais être un peu plus basique. Mon quotidien, c'est de convaincre les gens. Puisque, vous l'avez vu, les systèmes, les idées, les recherches, il y en a plein. Mais finalement, le problème, il est généralement dans l'état d'esprit qu'on a. C'est-à-dire qu'au niveau du réemploi, on m'explique souvent, oui, ok, d'accord, c'est une bonne idée, c'est sympa, on l'a fait quand on était gamin, mais finalement, c'est de la théorie, il y a tout un tas de normes, de règlements qui fonctionnent aujourd'hui pas avec le réemploi. Pourtant, il y a beaucoup de projets à l'étranger qui se font en réemploi, donc je dis souvent, il y a aussi des normes dans les autres pays, donc ça doit aussi fonctionner en Suisse. Beaucoup me disent que les clients ne sont pas intéressés. Alors moi j'ai la chance d'avoir des clients qui prouvent que c'est exactement le contraire. Je vais vous montrer que c'est pas forcément trop cher. On n'a pas parlé beaucoup d'argent aujourd'hui. Moi c'est malheureusement mon quotidien. Je parle pas beaucoup de CO2, je parle beaucoup de francs. J'aimerais bien aussi parler de CO2, mais malheureusement c'est pas mon quotidien. Et puis il y a beaucoup de sujets liés à la garantie. C'est un débat qui n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais finalement nos clients veulent une garantie à la fin. Donc expérimenter c'est bien. Leur assurer que leur bâtiment, les méthodes qu'on utilise tiennent dans le temps, c'est mieux. Je vous montre très simplement 3 images de 3 projets réalisés en Suisse. Alors je le fais exprès, je vous montre des projets réalisés en Suisse alémanique. Bon, le challenge, c'est maintenant qu'il y en ait aussi en Suisse romande. Il y a un projet que certains connaissent, qui est le K118. Bon, alors le K118, c'est à Winterthur, c'est ce bâtiment ici. Ce bâtiment-là, il a été fait en fait sur la base d'un chiffrage d'une surélévation en 9. Et de la part du client, l'idée c'était de dire on va faire une surélévation sur la base d'éléments réutilisés. On est à peu près à 80% d'éléments réutilisés, mais on veut que le budget soit pas supérieur au 9. Ça a été réalisé. Ils sont exactement à 1 ou 2% près. Cette surélévation est économiquement viable. Je ne fais pas les bilans CO2, etc. Je n'ai pas besoin de prouver que c'est mieux. Le deuxième projet, Kinasten-Wiesweg, c'est aussi à Zurich. L'idée, c'est de dire, j'ai un bâtiment qui fonctionne, mais qui a un potentiel au niveau du règlement, c'est-à-dire que je peux le densifier. Il y a eu tout à l'heure le débat de dire est-ce que finalement je dois déconstruire, je dois surélever, comment évoluer avec mon bâtiment. La plupart des bâtiments, souvent des années 60 et 70, sont au niveau de la hauteur d'étage très bas. Donc même si techniquement on sait les réutiliser, il y a des sujets de confort qui font que les clients souvent nous demandent quand même à la fin malheureusement de détruire les bâtiments. Ici c'est un cas un peu particulier, c'est un bâtiment qu'on a pu surélever, qu'on a pu agrandir et pour lequel, au final, on a eu une dépense économique inférieure, une qualité des logements qui a été améliorée et puis finalement on a évité cette déconstruction tout en réalisant au final plus de mètres carrés de logements et plus de logements que si on avait fait une déconstruction-reconstruction. Ceci justement du fait que la hauteur d'étage était inférieure à ce qu'un bâtiment neuf aurait permis de faire. Donc là on a un client qui a accepté finalement de sortir du contexte des normes, du contexte du confort actuel, et c'est un des sujets du réemploi, c'est qu'il faut repenser aussi le confort qu'on exige aujourd'hui. Il y a eu des sujets d'acoustique. Aujourd'hui on met du béton juste pour ne pas entendre son voisin. C'est pas techniquement nécessaire, c'est simplement la norme qui nous le demande. Et puis le troisième projet, c'est un projet AXA, les assurances que vous connaissez probablement, aussi à Winterthur. C'est un projet où je vous donne juste 2 chiffres et puis ceux qui veulent en savoir plus, ils viendront me voir après. Le projet initial coûtait 30 millions, le projet facturé, réalisé en coûte 20. Les 10 millions d'économisés se répartissent en 2 catégories, 2 millions de bonnes idées, comme tous les gens avant, et 8 millions de réemploi. Alors, je suis allé vite et puis je vous donne pas grand-chose comme information. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'explications avant. Moi, je veux juste vous dire que c'est faisable, le réemploi, qu'on n'est pas dans le domaine de la recherche, qu'on est dans le fait, on le fait. Et puis finalement, je crois que c'est pas un problème technique, c'est un problème d'état d'esprit. Et quand on parle de réemploi, moi, je pense souvent aux enfants. Moi, j'étais un de ceux-là qui a travaillé avec énormément de Lego. J'avais une boîte de Lego et puis j'ai fait tout un tas de projets différents, toujours avec les mêmes pièces de Lego. Donc, c'est possible. Donc, il faut simplement se faire confiance, il faut savoir reconnaître les opportunités. Il y a des projets qui s'y prêtent, d'autres qui s'y prêtent moins, des clients qui se laissent convaincre, d'autres qui sont juste têtus, et puis voilà, ils sont têtus. Moi, je vous conseille simplement de ne pas abandonner.
Je me réjouis toujours quand il y a un problème, puisque je trouve toujours des solutions. Donc ne pas rester bloqué sur la liste des problèmes, celle-là, elle ne m'intéresse pas. C'est la liste des solutions qui nous intéresse. Et puis si jamais c'est pas clair ce que je vous dis, venez me voir simplement. J'essaierai de vous inspirer. L'objectif étant à la fin, finalement, de sortir un peu de la zone de confort où on se trouve aujourd'hui, et puis d'aller un petit peu dans une zone qu'on ne connaît pas forcément, qui est une zone, je ne sais pas si c'est pas de la magie qu'on fait, mais c'est simplement vous redécouvrez un monde différent, vous redevenez un enfant, vous reprenez plaisir à faire ce que vous faites, et puis ça donne du sens à votre activité. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ces présentations. On a bien sûr dépassé un petit peu le temps imparti pour ces présentations. On va quand même profiter de vous avoir avec nous pour faire monter nos intervenantes et intervenants sur la scène et puis ouvrir la phase des questions du public. Profitez d'avoir tous ces spécialistes face à vous. Alors, je vous écoute et j'amène le micro dans le public pour les questions. Ou je commence moi avec une question s'il n'y en a pas encore. Il y en a une au fond. Merci. Bonjour. Alors j'ai une question qui est peut-être un peu technique, mais c'est vous tous qui avez fait des innovations, développé des nouveaux matériaux, nouvelles approches. Quel a été le frein au niveau de la norme et des garanties demandées ? J'aurais dû vous distribuer les micros avant. Qui peut-être se sent de répondre à cette question-là ? Moi, je vais donner juste un exemple sur le sujet de la garantie au niveau des monoblocs. On a parlé de béton, je m'occupe très peu de béton, plutôt d'éléments de l'intérieur. Un monobloc est un élément de ventilation pour typiquement des bureaux ou des écoles. C'est une grosse boîte métallique avec un moteur qui pulse de l'air. La demande et la garantie demandée par les clients est généralement une garantie de volume, une garantie d'hygrométrie, c'est-à-dire si l'air est plus ou moins sec, et puis également un sujet lié à la santé, donc c'est-à-dire les potentielles poussières qu'il peut y avoir. La plupart du temps, quand on fait une rénovation, ces éléments, ces monoblocs sont déclarés comme obsolètes de par leur âge. Généralement, on arrive sur des éléments qui ont 30, 40, 50 ans d'âge. Et donc, on les met simplement à la poubelle et puis on remet un monobloc en place qui a la même fonction. La raison, généralement, c'est la garantie. Parce que votre client vous dit simplement, moi j'utilise, je commande, je fais une rénovation ou je fais un bâtiment neuf, je veux que tous les éléments qui sont dedans aient une garantie de 2 ans, 5 ans, 10 ans, selon les contrats que vous avez. Et puis moi, mon discours, il est souvent celui-là, c'est de dire, cet élément que vous avez, oui, il pourrait avoir une garantie. Mais finalement, vous êtes propriétaire de cet élément depuis 30, 40, 50 ans. Puis la garantie, ça fait 20, 25, 30 ans que vous ne l'avez plus. Et puis au final, est-ce que dépenser... Je donne un exemple, l'exemple de Winterthur, là, que je vous ai montré, c'était un demi-million pour remettre en place un nouveau monobloc qui a exactement les mêmes fonctions. Donc je vous passe les détails du CO2, qui est une totale hérésie, mais économiquement parlant, finalement, souvent, les clients ne se posent pas la question de la valeur de la garantie. Donc sur un sujet tel que les éléments techniques, cette garantie de 2 ans ou de 5 ans lui coûtait un demi-million. Et puis finalement, il a de lui-même reconnu, bah oui, effectivement, je garde mon monobloc, on a remplacé les moteurs, les filtres, et puis il a maintenant un monobloc sans garantie, mais qui lui a coûté 50 000 francs au lieu de 500 000 francs, et le bilan CO2, il n'est pas nécessaire de le faire, puisqu'on n'a pas changé les matériaux en dehors des filtres et des moteurs. Donc ça, c'est un exemple qui sort totalement de votre question. Je suis bien conscient que votre question, elle va plus vers les matériaux et ce genre de sujet. Dans le réemploi, on réutilise aussi, par exemple, des poutres, on réutilise des armatures ou des poutrelles et finalement, on n'est pas en mesure généralement de faire les tests que vous avez pu voir dans les laboratoires puisque le matériau, on le démonte et puis on l'emmène au nouvel endroit. Une des solutions pour
se garantir finalement de ne pas avoir de problème de garantie. Actuellement, au niveau du réemploi, c'est une surconsommation de matériaux. C'est une hérésie. Si tous mes partenaires ici m'écoutent, ils vont dire mais c'est une hérésie. Mais sauf qu'aujourd'hui, en réutilisant des matériaux, en surdimensionnant par exemple une poutre de 20%, en disant si j'avais eu un HEA 200 était suffisant et j'utilise un HEA 240, mais finalement c'est pas grave puisque j'ai quand même réutilisé ces matériaux. Donc ça c'est de la philosophie dans le réemploi. Voilà, donc ça répond partiellement à votre question, j'en suis conscient. Et ça, c'est le point de vue du réemployeur, entre guillemets. J'allais dire, si on élargit justement la question aux autres types de matériaux, pourquoi pas du côté de la terre crue? Quelle réponse on donne à ces questions-là? Que oui, c'est un problème en fait, parce qu'il faut prouver que ça ne va pas s'écrouler. Donc c'est beaucoup en fait, les ingénieurs, par exemple, pour le projet de Bourgville, ils prennent la responsabilité, ils prennent le risque. Nous, on prend le risque, les constructeurs le font. Et après, c'est beaucoup de tests, de mock-up, mais c'est une grande question de comment est-ce qu'on fait avec... Donc, c'est pas une réponse qui aide beaucoup, mais donc oui, c'est un frein, mais il y a la solution entre la théorie et la pratique. Et il y a un avocat qui s'appelle Pascal Ray, qui je crois est aussi prof à Fribourg, je suis pas sûre, qui justement lui maintenant s'intéresse à toutes ces questions et comment est-ce qu'on peut sortir de ce cadre et trouver des failles du système législatif. Pardon. Merci, Monsieur Pittet. Allô ? Ah oui. Je veux ajouter un truc, c'est que peut-être dans le sens de la question, je dirais qu'en Suisse on est assez privilégié, il y a quand même cette possibilité d'innover. Par contre, on est très conservateur parce on est responsable de ce qu'on fait. Donc, on est conservateur et finalement, la solution que je vois, c'est de plus se connaître. Si je prévois mon objet et je le fabrique, je maîtrise plus facilement les risques, je sais où je peux aller. Dès que c'est séparé, c'est plus difficile. Donc, une solution à ça, c'est de beaucoup mieux se connaître en amont et en aval. C'est ce que je peux apporter. Cette question du conservatisme me donne envie de rebondir puis m'adresser aux représentants des hautes écoles qu'on a aussi avec nous. Dans quelle mesure le cursus des futurs ingénieurs, des futurs architectes évolue pour prendre en compte ces questions-là et ces priorités-là? On imagine que c'est déterminant pour la suite. C'était évident. Ça évolue. Cependant, les formations sont courtes. Il y a plein des aspects techniques, plein des connaissances techniques à enseigner déjà pour la pratique courante. Ce qui ne veut pas dire que cette pratique courante ne changera pas au cours du temps. Donc, il y a déjà une bonne... comment dire cela, une bonne connaissance, une bonne compréhension, une bonne conscience de tous ces problèmes, de la consommation de matière, des aspects énergétiques, des aspects déchets, recyclage, etc. Mais au niveau de la formation tertiaire de base, je dirais, bachelor, c'est quand même plutôt les aspects techniques qui sont encore enseignés pour l'instant, parce que les jeunes, ils attendent qu'ils peuvent aller en pratique et faire un travail quotidien. Là, on est encore un peu, malheureusement, dans les nuages du futur, et il y aura tout simplement l'arrivée d'une urgence qui va probablement faire fondamentalement transformer la formation. Et l'impulsion, elle va venir d'où? C'est vrai que là, on entend des architectes, des ingénieurs, enfin ce monde-là, ou éventuellement du côté de l'industrie. L'impulsion, elle peut venir d'où pour remettre en question ces pratiques-là? L'impulsion, elle vient déjà de la réglementation. Faut citer, là, il y a une grosse actualité dans le canton de Genève aujourd'hui qui est en train de légiférer sur la question du budget carbone des matériaux de construction. Il y a des villes, les villes de Zurich, qui ont des initiatives. Il y a des initiatives pour rendre les choses obligatoires qui sont en train forcément de se développer. On l'a dit en introduction, la construction, c'est 40% des gaz à effet de serre. On ne peut pas imaginer que ce ne soit pas régulé à un moment donné, puisque sinon, ça ferait longtemps que la construction serait vertueuse dans son application. Si on questionne tous les acteurs, aujourd'hui, il y en a très très peu qui n'ont pas envie de faire mieux, qui n'ont pas envie de faire plus durable.
Par contre, il y a énormément de contraintes toujours, donc on sait que si ça passe pas par de la réglementation, de la régulation, c'est quand même très difficile à mettre en place. C'est pas que la seule voie, mais c'en est une, et on voit qu'il y a une nette accélération aujourd'hui de ces enjeux réglementaires, et c'est en train d'émerger. Et on sait que d'ici quelques années, du coup, ça crée un risque d'obsolescence. Donc, quand on discute avec les maîtres d'ouvrage, ils ont conscience, dans le processus de développement immobilier qui est long, de développer des projets qui, dans quelques années, vont devoir être instruits d'un point de vue administratif. Et ils ont conscience maintenant qu'il y a ces obligations qui vont arriver. Et donc, ils doivent prendre les devants et donc intégrer ces notions. Sinon, il y a un risque d'obsolescence en fait, programmée de leur conception de leur bâtiment. Merci. Retour dans la salle pour d'autres questions. Allez. Oui, bonjour tout le monde. J'avais une question aujourd'hui par rapport à différents intervenants qui prônent des matériaux de ressources écologiques, l'herbe, la terre. Mais dans tous ces matériaux, aujourd'hui, on rajoute des adjuvants, des fibres. Dans le cadre du cercle de la construction, de la réutilisation des matériaux, est-ce qu'une isolation en herbe dans sa phase de déconstruction pourra retrouver un usage, ou est-ce qu'elle peut retourner bêtement dans le pré? Est-ce que les briques en terre ou les murs en terre, est-ce que le fait de le démolir, est-ce que ce sera juste remis en terre pour replanter des herbes, ou justement tous ces matériaux viendront dans un cycle de recyclage de matériaux spéciaux pollués en utilisant des ressources, contrairement au béton où on peut facilement recycler, réutiliser, voire aujourd'hui encore à développer les différentes granulométries des matériaux et autres. Oui. Bon, il y a deux choses dans votre question. D'abord, pourquoi il y a toujours, dans le cadre du produit que j'ai présenté, un résidu de produits synthétiques, ces fameux 8%. C'est pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est suffisant pour enlever le fait que ça puisse être complètement naturel, mais c'est nécessaire pour stabiliser le panneau. On recherche, par exemple, il existe des PLA, c'est-à-dire des liants synthétiques à base naturelle, à base végétale de maïs, mais ils résistent pas bien à l'humidité. Donc, on a un panneau qui a une très grande capacité d'absorption de l'humidité. Si on met un liant qui ne résiste pas à l'humidité, ça ne peut pas jouer. Donc il y a toujours le travail de recherche qui continue, parce qu'on va certainement trouver des solutions, mais c'est une concession qu'on doit faire pour le moment. À part ça, la question du recyclage, dans le cas que je vous ai présenté, on fait déjà on récupère tous les tombants de la production, de l'usinage, sont récupérés et remis dans le circuit. Et maintenant, il y a une organisation qui se met en place pour récupérer tous les déchets de chantier concernant ces panneaux pour les remettre dans le circuit de production. Voilà, c'est ça qu'on peut déjà faire pour essayer d'atteindre ce fameux cercle vertueux. Merci. Et puis peut-être au niveau de la terre crue aussi. Alors, nous, dans la terre crue, on utilise pour le moment 1% de ces additifs, qui sont principalement des minéraux. Le problème, c'est que ça change le taux de minéraux dans la terre, donc on ne peut pas directement, pour le moment, la remettre dans la nature. Mais vu qu'on a une équipe pluridisciplinaire, là, on a les chimistes de l'équipe qui s'occupent de cette question. Et après aussi, on peut le recycler complètement et assez facilement. En fait, on peut réutiliser la même terre pour refaire un mur. Donc, en modifiant peut-être un peu, en mettant peut-être un peu moins d'additifs, parce qu'on en aura déjà. Et donc, c'est un peu comme une espèce de pâte à modeler, dans ce sens-là. Mais idéalement, ce serait génial de pouvoir après, d'avoir des plantes que ce soit un habitat pour d'autres espèces. Merci. D'autres questions ? J'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à la terre crue, parce qu'il y a aussi d'autres techniques de construction en terre crue, pas uniquement la terre coulée, qui permettent, elles, d'avoir aucun additif et de retourner en fait à la terre. Donc ça dépend des techniques en fait. Merci. Dans la salle. Plus d'autres questions. Moi je me demandais...
on a des très bons exemples de projets enthousiasmants nés en Suisse, dans les hautes écoles et pas seulement. Où se situe la Suisse? L'idée n'est pas d'être dans le discours cocorico, mais où se situe la Suisse en comparaison peut-être internationale dans le développement de ce type de construction? Est-ce que l'un de vous a un regard un peu large là-dessus? Je vais apporter quelques éléments là-dessus. Bon, la Suisse, d'un point de vue environnemental, a des engagements et des ambitions qui sont très importantes, qui sont en train d'être traduites à travers différents dispositifs. On peut constater qu'en Suisse, on n'est pas les plus rapides pour les mettre en œuvre parce qu'il y a des notions en fait, de bottom-up et top-down et de compromis. Et donc, du coup, il y a une certaine inertie qui est des fois pas forcément compatible avec les urgences dont on parlait tout à l'heure. On parle là, par exemple, dans le secteur de la construction. La ICA 2040, qui est le cahier technique aujourd'hui pour donc du coup se référer à des budgets carbone dans le secteur de la construction, est en train d'être revu et revisité. Mais on annonce plusieurs années, en fait, a priori 2025 pour le sortir. Donc il y a des temporalités qui sont importantes. Et on peut voir quand même que la Suisse était leader de ces sujets pendant longtemps et aujourd'hui prend du retard par rapport à un voisin qui est la France, par exemple, qui a déjà décidé, dans ses réglementations, d'imposer le bilan carbone pour toutes les nouvelles constructions à partir du 1er janvier 2022 de cette année. Donc il y a aussi le risque de perdre un petit peu en compétitivité par rapport à ça, puisque c'est derrière toute la chaîne de l'heure et de la filière qui est concernée. Et si je peux apporter un dernier élément de contexte, la Suisse a la chance d'avoir un mix énergétique extrêmement décarboné aujourd'hui, puisque hydraulique et nucléaire. On peut contester ces questions et savoir comment ça va évoluer dans le futur, mais on a un mix énergétique qui est décarboné et donc ça devrait mettre d'autant plus de pression sur l'utilisation des matériaux, puisque la question, par exemple, de la rénovation énergétique, pour moi, est extrêmement importante. Elle a été abordée tout à l'heure, j'aimerais insister là-dessus. Quand on met en œuvre des matériaux dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, ce serait quand même dommage de mettre en œuvre des matériaux dont l'énergie grise et le carbone gris ont un impact supérieur aux économies de carbone que ça pourrait engendrer. Parce qu'on prend maintenant, quand on change une chaudière fuel avec une pompe à chaleur, c'est un vecteur décarboné quand même qu'on utilise derrière. Et donc mettre des isolants fortement carbonés, mettre des matériaux avec des intensités énergétiques et carbone très élevées, ça peut aboutir à des non-sens. Donc il ne faudrait pas non plus, aujourd'hui, il serait temps aussi de réglementer sur ces sujets de rénovation, parce que sinon on finance des rénovations avec une intensité carbone très forte, et finalement on n'a pas un gain climatique qui est significatif. Merci. Je pense, c'est vrai qu'on l'a dit sur la fin, qu'on a un peu parlé de coûts. Je me demandais, j'y pense là notamment dans les questions de réemploi, que ce soit broyer le béton pour le réutiliser ou réutiliser des éléments tels quels. Est-ce qu'on pourrait imaginer la création d'une filière, enfin que ça devienne une ressource qui a un intérêt économique? Ce que je n'ai pas dit à la fin de ma présentation, c'est que pour moi, un des grands avantages du réemploi, c'est que des constructeurs ou des molisseurs qui étaient auparavant en bout de chaîne du cycle de vie d'un bâtiment reprennent une place dans le cycle et redeviennent au début du cycle d'un bâtiment. Donc en fait, ils vont de personnes qui démolissaient et puis qui envoyaient ensuite les matériaux en recyclage ou en enfouissage vont devenir des fournisseurs de matériaux. Donc ça, c'est un potentiel pour ces entreprises-là. Après, au niveau des coûts, moi, j'en ai pas parlé particulièrement. C'est vrai que dans le cas des exemples que moi j'ai présentés, ça reste des projets qui ont des coûts beaucoup plus élevés. Mais moi, j'ai l'impression que c'est juste la question que le marché s'empoigne un peu plus de ces questions-là et puis fasse progresser les techniques pour en faire baisser les coûts. Je sais pas si... Ouais, moi, j'ai un point de vue par rapport au coût qui peut être partagé, qui va peut-être choquer certains dans la salle. Les clients avec lesquels je travaille n'ont pas de problème d'argent. Ils ont des problèmes d'investissement. Ils doivent investir. Donc en fait, quand nous, on leur amène des projets, quand on fait une analyse de portefeuille et qu'on leur montre qu'un bâtiment peut être juste surélevé, qu'ils peuvent rénover le reste de leur bâtiment, il y a quand même des clients aujourd'hui qui me tiennent le discours, on ne fera pas, ok, c'est moins cher, mais nous, on doit réinvestir de l'argent. On n'arrive pas aujourd'hui à trouver de nouveaux projets ailleurs, donc on va investir dans notre portefeuille, donc on va quand même démolir et reconstruire. Ça, c'est à table.
aberrant, mais c'est la réalité du terrain, c'est vos caisses de pension, c'est nos assurances. Ces gens-là ont aujourd'hui un rendement des retraites à payer à la fin et ils fonctionnent comme ça aujourd'hui. Ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, si on regarde un peu à l'international et si on regarde le sujet des coûts, pourquoi je dis qu'en Suisse, on n'a pas de problème? Aujourd'hui, quand un bâtiment ne répond plus à une utilisation, la première des réflexions, c'est « Ok, je démolis, je refais ». Il y a beaucoup de pays, si on prend l'hémisphère sud de la Terre, où cet état d'esprit est totalement aberrant. L'utilisation s'adapte beaucoup plus au bâtiment, à l'existant, et souvent tout simplement pour des raisons économiques. Donc en Suisse, on n'a pas de problème d'argent, même si je sais que beaucoup d'entre vous, et moi le premier, mes clients veulent toujours que ce soit moins cher, etc. Mais en réalité, la vérité, c'est qu'en détruisant des bâtiments, en n'acceptant pas d'utiliser un bâtiment comme il est, donc c'est-à-dire un bâtiment conçu pour 100 ans et qu'on détruit ou qu'on maltraite après 30 ou 40 ans, et on n'a pas de problème d'argent fondamentalement. On a trop de confort. Là, je suis de nouveau dans le sujet de la zone de confort. Aujourd'hui, la surface par habitant qu'un Suisse a démontre clairement qu'il n'y a pas un problème d'argent en Suisse. Donc ça n'aide pas non plus à aller dans le bon sens au niveau des matériaux, puisqu'on surconsomme. 50% des matériaux qui arrivent dans une décharge en Suisse, tout le monde est fier du degré de recyclage en Suisse. Moi je dis c'est juste une catastrophe, puisqu'en fait en termes de volume de déchets par habitant, la Suisse est vraiment très très mauvais élève. Donc voilà, c'est toujours un problème de point de vue, comment on aborde le sujet. Donc, très bon techniquement, mais en réalité le problème il est à la base. J'aimerais peut-être encore ajouter pour l'utilisation des matériaux alternatifs, comme entre autres ceux présentés aujourd'hui. Je crois c'est une fois qu'il y aura la réglementation législative qui prenne en compte la charge carbone de l'utilisation d'un certain matériau, ça c'est le jour pour les matériaux alternatifs. J'imagine. Parce qu'à ce moment-là, les gens réfléchiront beaucoup plus à l'éco-bilan d'une construction qu'ils font aujourd'hui. On a un micro ici encore. Oui, alors, je vais aussi voir un peu, après, de notre point de vue, au niveau, après toutes les solutions, j'ai envie de dire que depuis les 30 ans qu'on est passé à ça, on est passé du facteur 10 au facteur 1. Donc, après, c'est juste à organiser. Donc, c'est là, c'est faisable. Hein. Y a pas, pour moi, il n'y a pas de... Dans tous les domaines, et la Terre aussi, peut-être depuis 10 ans. Mais voilà, on est passé de ce facteur 10 à ce facteur 1. Quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien. Bon, eh ben, on va remercier encore une fois tous les intervenantes et intervenants qui ont été présents avec nous ce matin. Merci à vous d'avoir été là. Merci bien sûr à l'organisation, merci aux partenaires du Salon Énergie Cima. Et puis, bonne suite de visite. J'imagine que les intervenantes et intervenants vont rester encore peut-être dans le coin si vous voulez les attraper encore hors micro. Merci en tout cas à toutes et à tous. Et puis, bonne suite de journée.